Jean-Marie Bordry. 17h-19h, là il est précisément 17h29. Je ne sais pas exactement quelle heure il est à Washington, mais c'est l'horloge qu'on va regarder toute la soirée. Parce que c'est là qu'il se passe des choses. Ces dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky rencontrer Donald Trump. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une petite souris me glisse qu'il est 11h30 actuellement en direct du côté de Washington. Question, c'est notre grand débat. Les Européens peuvent-ils encore se faire entendre? Est-ce qu'ils sont capables de peser et voire d'inverser le sort de la guerre en Ukraine, ou du moins le sort qui sera réservé à l'Ukraine? C'est ce dont on va débattre avec nos trois vraies voix. Je vous le rappelle, Raphaël Rémy Leleu, Anissa Arfaoui, Bruno Pomar et notre invité qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, Jean-Éric Brana. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Pas de vacances pour les spécialistes des États-Unis comme vous êtes. Non, mais aucun universitaire, c'est très connu. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine, auteur de nombreux livres dont on rappellera les références dans quelques instants. Avant ça, question. Nous avons donc le président ukrainien, le président français, le chancelier allemand, la présidente du Conseil italienne, le premier ministre britannique. Nous avons un Finlandais et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tous ensemble chez Donald Alexander Trump. Stubb, pour le Finlandais, puisqu'il n'a pas été... Il fallait bien ça. Exactement, tous ensemble chez Donald Trump. Est-ce que ça peut l'impressionner ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Donald Trump ne se fait pas impressionner par quelques leaders européens. Et c'est bien ce qui m'inquiète, moi, dans cette histoire, c'est que il a une formidable tribune pour expliquer à son électorat qu'il a résisté à tous les Européens en même temps. Rendez-vous compte un petit peu, lui qui s'est fait élire contre l'establishment, vous vous en souvenez, qui s'est fait élire sur l'idée que on pouvait réussir même quand on était donné perdant, qui a fait une remontada incroyable dans la dernière élection, alors qu'il était donné mort-vivant. C'était après sa déclaration de culpabilité le 30 mai 2024, et qui là, aujourd'hui, contre tout vent et marée, va recevoir effectivement 8 personnalités de premier plan. Eh bien, ça ne donne pas, ça n'augure pas en tout cas que Donald Trump va baisser les chines. Bien au contraire, je crois que c'est plus flatteur pour lui qu'autre chose. C'est même pas que c'est flatteur, c'est que c'est sacrément vendeur. Or, c'est un commercial hors pair. C'est le battleur que vous avez à la Foire de Paris qui vous vend absolument ce que vous voulez pas acheter. Et ce que vous voulez pas acheter, c'est que la paix, la seule, la vraie, c'est celle de Poutine. Il est capable d'essayer de la vendre. Donc concrètement, la dernière fois que Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump à Washington, ça s'est très mal passé. Il a été humilié en direct, en mondovision quasiment. Est-ce qu'il va se passer la même chose, mais en plus en compagnie de ses 7 acolytes? Ah non, je crois pas non plus. Et c'est pas non plus possible. C'est pas possible parce que les Américains aujourd'hui ont changé d'idée vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a 6 mois, ils étaient défavorables à l'idée de continuer à aider l'Ukraine en disant que ça coûtait trop cher, et ils avaient été convaincus par une campagne hors pair là-dessus. Tous ces millions qui ont été dépensés. Donald Trump parlait de 350 millions. On ne sait jamais d'où il les a sortis, puisque le Congrès n'en a voté que 175 millions, mais et qu'il n'a eu que milliards, oui. et que en réalité, il y en a eu 83 de dépensés, et que 70% reviennent à l'industrie américaine ou à l'économie américaine d'une façon ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, ce que les Américains entendaient, c'est que ces milliards n'avaient rien à faire en dehors des États-Unis, et qu'il y avait tellement de pauvreté, de difficultés dans le pays, que ces milliards, on en avait besoin de chaque dollar, j'ai envie de dire. Donc, le courant était contre l'aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, ça a changé. Oui, ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a d'abord un courant de base qui est atlantiste aux États-Unis, qui est aussi pour l'idée que la souveraineté des frontières, c'est pas rien, et c'est là-dessus que les États-Unis se sont bâtis aussi, et excusez-moi du peu, mais on va fêter les 250 ans de la déclaration d'indépendance, donc on est là rentré dans une période de célébration extraordinaire aux États-Unis, et tout le monde la prépare, alors tout le monde est un peu sensibilisé à ça. Et puis surtout, quand Donald Trump, il y a de cela 3 semaines, a changé d'idée, ou du moins a eu l'air de changer d'idée en haussant le ton contre Poutine, eh bien, les républicains, comme un seul homme, ont également changé d'idée à tel point qu'ils ont voté au Congrès, on le sait assez peu en France, mais le 30 juillet de cette année,
Il y a de la sous-commission qui s'occupe de dépenses à l'Ukraine, USAID, qui a voté 55 milliards supplémentaires. C'est pour dire, ce sont les républicains qui ont abondé dans l'idée qu'il fallait aider l'Ukraine. Et la population a suivi. Alors aujourd'hui, on leur dit de faire le contraire. Ce yo-yo, il est un peu compliqué quand même. Oui, et pourtant, Donald Trump donne l'impression de vouloir se rapprocher plus des positions russes que des positions de Volodymyr Zelensky. Raphaël Rémy Leleu. En fait, je pense que c'est vraiment le point le plus tragique et qui, moi, me met profondément en colère vu là où nous en sommes. Il y a en effet tout le positionnement des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine qui vient d'être explicité, mais il y a le positionnement des États-Unis vis-à-vis de la Russie qui est quand même l'une de ses antagonistes historiques. Mais ensuite, on a le jeu de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Il faut se souvenir que lorsque Donald Trump n'était plus président aux États-Unis, il continuait à être en lien avec Vladimir Poutine, que Donald Trump, comme son vice-président J.D. Vance, assume totalement de vouloir une nouvelle géopolitique pour les aider à mener une sorte de guerre politique, civilisationnelle, c'est ce qu'il a expliqué à Munich il y a quelques mois. Et que dans cette idée finalement très, très réactionnaire de ce que doit être la place des États-Unis dans le monde, finalement ça s'aligne plutôt bien avec Vladimir Poutine. Et quand Trump, ce matin même, a annoncé quelles étaient pour lui les lignes rouges de la négociation, il n'a pas parlé des lignes rouges face à la Russie, il a posé des lignes rouges à l'Ukraine. Oui. Et ça, je trouve ça terriblement dangereux parce que finalement c'est une histoire dans laquelle il n'y a plus de méchants. La Russie n'a plus mené une guerre d'agression contre l'Ukraine. Oui, il est loin le temps de l'axe du mal qui était dénoncé depuis Washington, Jean-Éric Bernard. Oui, mais ça va dans le sens de ce que j'expliquais, c'est qu'on a un retournement des valeurs parce que justement on combat ce qui est l'establishment et compagnie. Les bellicistes en particulier, c'est qui les bellicistes dans la tête de Trump et de Vance qui représentent toute l'aile MAGA puisque Vance MAGA, n'a aucune importance dans la diplomatie américaine si ce n'est qu'il représente cette aile très dure qui soutient Donald Trump, qui représente à peu près 15%. Les bellicistes, disais-je, ce sont les démocrates. C'est eux les méchants. C'est Joe Biden dont ils parlent sans cesse. C'est la guerre de Joe Biden, c'est la guerre de Zelensky. Et sans eux, s'il n'y avait pas eu Zelensky et Biden, il n'y aurait jamais eu de guerre. C'est évident, parce que Poutine aurait pris l'Ukraine totalement et ce serait passé crème. Donc je plaisantais, évidemment. Mais ce fait même que la vision belliciste, ce soit les démocrates, parle dans le sens que Trump ne va pas tout d'un coup tendre la main aux démocrates en disant mais finalement les gars vous aviez raison, c'était vous les gentils et c'est moi qui me suis trompé. Sauf que quand on regarde la situation sur le front et notamment les difficultés ukrainiennes, même si la percée russe a été manifestement contenue dans le Donbass, les bombardements. Oui voilà, les bombardements continuent et l'Ukraine ne peut pas tenir pendant des années et des années et des années. C'est pas forcément l'aider que de lui permettre de continuer les combats sans lui envoyer des renforts humains. Anissa Arfaoui. En fait oui, moi c'est ce que je pense, c'est il faut bien qu'à un moment la guerre s'arrête. Alors j'entends ce que vous dites sur la communication de Trump et puis finalement la facilité avec laquelle on peut retourner les Américains en termes d'opinion. Et très honnêtement, je trouve effectivement que c'est tellement facile ces campagnes de communication propagandistes qui fonctionnent très bien avec le public américain. Je pense qu'il pourrait encore retourner sa communication, que ça passerait d'ici sans problème. Voilà, sans problème. Après. Il y a évidemment le volet financier qui moi me parle, c'est-à-dire qu'économiquement c'est des centaines de milliards. Et pendant combien de temps encore est-ce que les États-Unis vont tenir la route et puis l'Europe également par ailleurs? Je me pose la question au-delà de toute opinion personnelle, c'est-à-dire que d'un point de vue purement économique, combien de temps cette guerre va-t-elle durer? Combien va-t-elle coûter? Et quel sera le prix pour les populations en fait américaines et européennes? Je sais que c'est pas de bon goût de dire ça parce que je pose un cadre économique alors qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, mais sur ce fait aussi, on va dire qu'à titre personnel, combien de victimes encore? Aujourd'hui, vous avez parlé des bombardements. Il y a eu des victimes, il y a des morts tous les jours et je suis plutôt en faveur de trouver un moyen de mettre un terme à cette guerre. Et celui qui apportera une réponse, c'est Poutine. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, M. Branagh, et je sais que vous connaissez le sujet américain de Trump, comme la solution éventuelle à tout ce... Non, la véritable réponse, elle viendra de Poutine. D'ailleurs, on l'a vu dans ce sommet de rien,
d'Alaska, sommet de rien, j'appelle ça. Hein. C'est-à-dire où il y a Trump qui attend avec Air Force One derrière, une mise en scène, mais c'est américain. Un bombardier B2 Spirit ça mérite du Spielberg, hein, exact. Et puis au moment où il passe le bombardier stratégique, qui passe, ça pourrait faire presque rire. Et Poutine a regardé ça en disant, ouais, alors. Oui. Vous voyez un petit peu le ressenti que j'ai eu, c'est juste à l'image. Et je pense que Poutine, qui est un mec froid, il faut rappeler qu'il est un ancien colonel du KGB, FSB, ce mec-là est froid, il veut un État russe à tout prix, et je pense qu'il gardera sa ligne. Et si Poutine n'infléchit pas sa position politique pure, je pense que Trump sera mal en point. Et même les Européens, d'ailleurs. Les Européens qui sont largement, eux, endocines. N'en parlons pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue. Alors, réponse à 2 questions pour vous, Jean-Éric Bernat. D'abord, ce que disait Anissa Arfaoui sur les difficultés, le coût, la lassitude aussi du public américain ou européen à soutenir une guerre, manifestement. Alors d'abord, Anissa, moi je vous rassure, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensiez et le dire. Non, mais c'est vrai que c'est toujours délicat de le dire. Vous avez un pays qui se bat pour son indépendance. Écoutez, moi je suis universitaire. Hein. L'universitaire, il pose des hypothèses, il va au bout, et même si elles sont stupides par moment... Et il s'en fiche de vexer aussi quand il le fait. Évidemment, mais il faut les pousser jusqu'au bout. Et effectivement, vous avez raison. Oh là là, des centaines de milliards, avez-vous dit non ? 155 milliards votés par le Congrès américain, 83 qui ont été vraiment dépensés, 70% qui reviennent à l'économie américaine. Vous voyez, on met les chiffres tels qu'ils sont. Donc déjà, ça ne fait pas des centaines de milliards. Ensuite, cette guerre ne s'arrêtera jamais. J'en sais rien. Et vous non plus. Personne ne sait, ça va s'arrêter. Je vais jusqu'au bout de ma réponse et je ne cherche pas à vous mettre en difficulté. Je répondais factuellement sur ce que vous disiez. Et là-dessus, comment est-ce qu'une guerre peut s'arrêter ? Eh bien, sa guerre, elle s'arrête quand un des deux n'en peut plus. Soit un des deux belligérants dit « moi j'ai perdu, je capitule », soit il y en a un des deux qui dit « je ne peux pas arriver à faire ce que je voulais faire, donc je m'arrête parce que ça me coûte trop cher ». En l'espèce, il me semble que Poutine, qui avait annoncé qu'il allait conquérir l'Ukraine en 1 semaine, devrait quand même se poser des questions en pensant que depuis 3 ans, il n'arrive pas à avoir les oblasts qu'il réclame aujourd'hui, en tout cas à 100%. Oui, il n'a pas arrêté pour autant. Non, il n'a pas arrêté. Mais Raphaël Rémy Leleu. Il y a un moment, en tout cas, où ça va lui coûter extrêmement cher. Alors, vous disiez, ça coûte cher. La technique de Biden, et je sais que parmi les auditeurs, dès qu'on dit le mot Biden, on est déjà fusillé sur place. Mais en tout cas, la technique de Biden était, à mon sens, assez cohérente. C'était, on va assécher Poutine, il disait ça va prendre 10 ans. Sachant que lui-même n'était pas là pendant 10 ans. Et il le savait aussi. Il s'était mis avec les alliés européens, j'en termine là, et l'idée c'était de freiner les aspirations de Moscou sans entraîner le monde dans la 3e guerre mondiale. Pardon, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver, pour l'instant on n'en est pas là encore. Raphaël Rémy Leleu et dans un instant Renaud qui est toujours avec nous. Mais les amis, à ce rythme-là, si on attend Poutine, de toute façon la guerre est déjà finie, puisque la guerre d'Ukraine c'était la Crimée en 2014. C'est bien ça le problème, c'est pour ça que l'Europe et l'Union européenne singulièrement ne doit pas reculer et doit faire face et doit faire bloc, c'est que tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, il ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine ne sera pas tombée. Mais il aurait fallu faire quoi, pardon, avec mais 2014... la problématique de après l'Ukraine, qui d'autre ? Nos collègues en Pologne ou en Finlande se posent cette question. Eh ben, on peut continuer les sanctions, on peut mettre en place des mécanismes de collaboration, de défense au niveau de l'Union européenne. Et même en dehors de l'Union européenne, là, on est en train de collaborer avec la Grande-Bretagne, malgré le Brexit. Raphaël, il s'en fout, Poutine, des sanctions. Regardez, il produit toujours plus de matériel militaire, etc. La qualité de la chose... Ça fait rien. En tout cas, ça fonctionne malheureusement. Renaud, depuis Toulouse, au 0800... Non, pas depuis Toulouse, d'ailleurs, depuis Châteauroux, bientôt à Toulouse, dans une journée de route. Renaud, vous en pensez quoi ? Est-ce que l'Europe pèse ? Vous dites non. Ah non, mais clairement pas. Mais honnêtement, moi, je vais vous dire comme je le pense. Trump... Mais en fait, il peut venir à 10, 15 ans, mais il s'en fout. Aujourd'hui, l'Union européenne, bon nombre de pays européens sont vus à l'étranger, et j'en parle parce que je suis souvent en contact avec des Français de l'étranger, et ils me disent, mais en fait, maintenant, ce ne sont que des guignols. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne changeront rien, en fait. Donc pour vous, on ne pèse plus du tout. Par contre, honnêtement, je suis rarement d'accord sur certains points avec Bruno Pomar. Et pour le coup, ce soir,
peux pas dire mieux que lui. Mais écoutez, voilà, et ça lui fera plaisir. Il sourit d'ailleurs, il en sourit d'aise. Julien est avec nous également depuis Juvisy, où il écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Julien, vous êtes pessimiste, quoi qu'il arrive, et sans jugement de valeur, sur le sort des armes, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire s'il y a rien qui change. Bonsoir. C'est ça, exactement. Ouais, bonjour à tous. Donc en fait, le gros souci qu'on a... Attendez, j'ai un écran. On est navré de vous avoir dérangé, mon cher Julien. On vous récupère dès que vous êtes à nouveau libre. Vous nous retrouverez. Pessimisme donc, mais c'est vrai, pessimisme ambiant. Mais d'un autre côté, quel que soit l'héroïsme ukrainien, quels que soient les succès ukrainiens auxquels on a assisté depuis le début de cette guerre, malgré tout, le sort des armes, s'il n'est pas catastrophique pour l'Ukraine, il lui semble défavorable à ce stade. C'est une réalité, ça, aujourd'hui, Jean-Éric Bana? Je ne sais pas, ça c'est militaire. Moi, c'est pas ma partie particulièrement, mais je crois qu'il y a un point là qu'on voit aujourd'hui à propos de faut-il être pessimiste ou pas pour les Européens, c'est qu'ils montrent leur solidarité. Et ça, c'est extraordinaire quand même que justement au bout de 3 ans de guerre, il n'y ait pas de faille dans la machine. Je dois dire qu'il n'y en ait plus. Qu'il n'y en ait plus, oui. Mais ceci dit, même Orban et les Tchèques, on les a quand même mis de côté assez rapidement. Je dois dire que on peut quand même être fier de ça, de se dire que de ce côté-là, l'union fait la force, mais encore faut-il arriver à faire l'union et bravo. Et à faire la force surtout ce soir. Julien, on vous a retrouvé, ça va? Tout va bien? Oui, parfait. J'avais un problème avec mon téléphone. Ça arrive. Donc vous êtes pessimiste sur le sort des armes parce que la guerre d'usure, si je résume rapidement, mais vous allez le dire, la guerre d'usure n'est pas favorable à l'Ukraine si on ne change rien. Bah c'est ça, parce qu'on est l'OTAN, donc 15 pays qui sont unis pour produire des armes à l'OTAN. On n'arrive pas à suivre la consommation de l'Ukraine. Elle est tout le temps, l'Ukraine est en permanence en flux tendu en termes de munitions, alors que la Russie, elle surproduit des munitions, c'est-à-dire qu'elle arrive à non seulement tirer 2 fois plus quasiment, je crois, 30% de munitions en plus que l'Ukraine, et pourtant de reconstituer des stocks. Donc c'est-à-dire que on est en train de réaliser qu'aujourd'hui, si un jour l'Ukraine tombe et que la Russie décide de se retourner contre nous, on sera en slip en face de la Russie qui sera suréquipée par rapport à nous. Et je pense que c'est ça que les gens se sont dit, à un moment donné, on va jouer subtil et puis on va essayer de sortir par le calme, on va essayer de détendre l'atmosphère et essayer de parvenir une situation. Sachant qu'en plus la Russie, c'est vrai, a d'autres alliés comme le charmant régime nord-coréen qui lui fournit des stocks très importants de munitions. En échange, on ne sait toujours pas de quoi, mais on peut se demander si les Russes ne sont pas en train d'équiper l'arsenal nucléaire nord-coréen de missiles beaucoup plus efficaces que ce qu'ils avaient. Ça aussi, c'est pas rassurant. Jean-Éric Bana. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une inquiétude qui monte actuellement et on voit que Kim Jong-un a repris du poil de la bête. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Allez, on va terminer sur une chose. Que doivent dire les Européens, à supposer qu'ils se mettent d'accord sur un même message ce soir? Que doivent dire à Donald Trump les dirigeants européens lorsqu'ils le verront? D'abord, Anissa Arfaoui. Je suis embêtée parce que je pense que notre parole n'a aucune valeur auprès de Donald Trump et là-dessus. Quoi qu'il dise. Donc quoi qu'il dise. Non, il nous écoute tout le temps. Hein. Oh, il écoute, ça c'est sûr. Ah oui, il en rit probablement après. En fait, soit on s'aligne sur une volonté de paix, de discussion de paix, ce que Trump veut, malheureusement, et donc je suis désolée parce que je risque de ne pas plaire dans ce que je dis auprès de mes camarades, mais soit on s'aligne, soit on est hors jeu. Voilà. Oui, mais je suis d'accord, effectivement. C'est Trump le maître de guerre avec Poutine, tous les deux, qui décideront de ce qu'il faut faire ou pas. Et encore une fois, et même Zelensky, il est là au milieu. Est-ce que le Donbass, il va devoir l'abandonner au profit des Russes en totalité? Ça serait peut-être une réponse, je sais pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, la réponse ne viendra que des Américains, et je ne crois pas un seul instant à la capacité, c'est terrible à dire moi en tant qu'élu, en tant que Français élu, de dire que l'Europe, avec une écharpe tricolore, on est des nains. On est des nains. C'est compliqué d'entendre ça, j'imagine, pour vous aussi, Raphaël Rémy-Leleu. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, c'est difficile, à la fois du point de vue politique et symbolique, mais surtout pour ce que ça signifie pour l'Ukraine et pour l'avenir européen. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que de manière réaliste, nous ne sommes pas en position de force, et que tout cela est un rapport de force. Mais si on commence à lâcher quelque chose, que ça soit à Poutine ou à Trump, de toute façon, on sera sur une pente inarrêtable. Donc pour moi, il faut rester très ferme sur notre soutien à l'Ukraine et en parallèle, renforcer à la fois la gouvernance européenne
et sa capacité de défense. C'est drôle, mais en fait, le plus optimiste pour l'Europe ce soir, c'était le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Absolument. Et puis moi, je crois qu'on va sortir de la morale, parce qu'en réalité, ce soir, il ne sera pas question de morale. Bien au contraire, je crois que les Européens vont venir en expliquant à Donald Trump qu'il a complètement raison, parce que c'est un homme de paix et qu'il a beaucoup œuvré pour la paix. Je crois que c'est le discours qui va être tenu, et que les Européens vont lui faire la courte échelle pour aller encore plus vers la postérité et laisser son nom dans les livres d'histoire. Vous savez, Trump, pour l'instant, je suis très court, mais dans les livres d'histoire, qu'est-ce qu'il a ? Il a un homme qui a été condamné et qui est devenu président, un homme qui a été 2 fois impeach aux États-Unis, ce qui est un record, un homme qui a fomenté le Capitole, donc un coup d'État. Il voudrait gommer tout cela parce que c'est une mauvaise réputation et il voudrait qu'on garde de lui l'image de quelqu'un qui a ramené la paix dans le monde, notamment en Ukraine. Je crois que les Européens vont lui dire, mais vous savez, vous avez les moyens de ramener la paix, mais pas en écoutant Poutine, en écoutant l'ensemble des nations avec lesquelles vous avez toujours travaillé pour cette paix. Souvenez-vous, je reviens à 1776, nous avons fait la liberté ensemble, il faut continuer sur cette voie. C'est ce que Mark Rutte avait fait en lui tirant les pompes. Que sera ce que le Premier ministre britannique lui dira ce soir, parce qu'en 1776, c'est un autre camp. Attends, une armée européenne, une véritable armée européenne. Mais c'était le but de l'Europe. Parlé depuis des lustres. Mais oui. On n'a jamais été foutu de le faire. Et ça a failli se faire. Donc ça veut dire quoi ? Le prix Nobel de la paix pour Trump ? C'est anecdotique, le prix Nobel de la paix. Ça n'a aucune importance. Pour vous, oui, mais pas pour lui. Mais non, mais même pour lui. Ce qu'il veut, c'est la réputation. C'est qu'il reste dans les livres d'histoire comme un homme de paix. Mais on peut lui proposer, justement. Il a 79 ans, n'oubliez pas. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est la signature. Quoi qu'il en soit, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et quoi qu'il fasse ce soir ou pendant le reste de son mandat, Donald Trump, pour le meilleur et pour le pire, restera dans l'histoire. Merci Jean-Éric Brana. Rappelez-moi la référence de votre dernier livre, parce que vous en écrivez un tous les ans, quasiment. Il faut en ramener. Et oui, pour les distribuer. Mon dernier livre est un livre sur les textes fondateurs de la République américaine et vu par les philosophes, notamment européens. Et c'est publié chez Ellipse. Voilà, mais comme ça, en cette période de 250 ans de l'indépendance américaine, c'est important de se replonger dans ces textes. Merci à vous Jean-Éric Brana. Merci à nos vraies voix qui vont rester avec nous. Renaud, ne partez pas tout de suite en direction de Toulouse. Dans un instant, on va tester votre connaissance de l'actualité.